Avec ses animaux mignons et ses graphismes colorés, Animal Crossing ressemble à un jeu vidéo pour enfants. Mais les apparences sont trompeuses. Prenez ce raton laveur par exemple. Il a l'air tout mignon, non? Et pourtant, c'est un ultra-capitaliste qui a réussi à monopoliser l'économie de toute une île. Il vous prêtera de l'argent pour construire votre maison, mais pour le rembourser, vous allez travailler comme une bête. Ramasser des fruits, pêcher, frapper des rochers avec une pelle, parce que oui, dans Animal Crossing, les rochers vous donnent parfois de l'argent si vous les frappez avec votre pelle. Et si ça vous perturbe, vaut mieux arrêter cette vidéo maintenant, car les choses ne vont faire que devenir plus bizarres. Animal Crossing est un jeu qui vous donne beaucoup de travail. Tous les jours vous avez des tâches à remplir, parler à vos voisins, planter des arbres, capturer un certain insecte. Et quand vous accomplissez une tâche, la suivante apparaît automatiquement. Votre to-do list ne finit jamais et il n'y a pas de but explicite. Il n'y a pas de princesse à sauver, pas d'ennemis à vaincre, pas de compétition à gagner. Malgré tout ça, malgré la vision hallucinogène du capitalisme, malgré le travail manuel sans fin, malgré l'absence d'objectifs explicites, Animal Crossing est devenu le jeu qui a défini le confinement pour des millions de personnes. En 6 semaines, Nintendo a écoulé plus d'exemplaires de New Horizons, l'édition 2020, que de n'importe laquelle des éditions précédentes qui sont en vente depuis des années. Rappelons que le jeu vidéo c'est la plus grosse industrie culturelle au monde, loin devant le cinéma et la musique, et Animal Crossing est en passe d'être un des jeux les plus vendus de l'année 2020. Mais le plus intéressant, c'est qu'Animal Crossing a conquis beaucoup de gens qui sont pas des joueurs traditionnels, y compris dans ma propre maison. Son impact culturel va bien au-delà de la communauté traditionnelle des gamers. Il y a eu des mariages dans Animal Crossing, il y a eu des manifestations, il y a un talk show américain qui est tourné à l'intérieur du jeu et qui a accueilli des célébrités comme Elijah Wood, le mec qui a joué Frodon. C'est devenu cool de poster des images de ce jeu sur Instagram pour toute une génération de jeunes adultes. Animal Crossing est devenu un accessoire lifestyle qui a remplacé les photos stylées de coucher de soleil sur la plage. Danny Trejo joue à Animal Crossing. Oui, ce mec-là. Alors comment expliquer ce succès? Comment est-ce que ce délire typiquement japonais a hypnotisé les cerveaux confinés du monde entier? Qu'est-ce que ça nous dit sur la psychologie humaine? Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Animal Crossing révèle le sens de la vie dans un monde post-coronavirus? La première édition de Animal Crossing est arrivée en Europe en 2004 et je me souviens parce que je faisais partie des fans de la première heure sur la version GameCube. L'essence du gameplay était déjà là. Vous arrivez dans la ville, le raton laveur le plus capitaliste au monde vous explique que vous avez un prêt à rembourser, vous ramassez tout ce qui n'est pas cloué au sol pour le revendre, fruits, coquillages, insectes, poissons, puis vous prenez votre argent, vous l'utilisez pour rembourser votre prêt, agrandir votre maison et acheter des meubles. Et entre deux tâches, vous pouvez aller discuter avec vos voisins qui sont des animaux mignons. Mais si vous n'étiez pas abonné à Nintendo Magazine dans les années 2000, vous avez peu de chances d'en avoir entendu parler. Animal Crossing en 2004, c'était une bizarrerie japonaise vénérée par une niche de passionnés, au même titre que le jeu Pikmin, un autre grand classique de la GameCube, ou les animés sous-titrés par les fans qu'on téléchargeait sur Mega Upload. La série Animal Crossing est donc avec nous depuis 16 ans, mais elle n'a jamais pénétré dans l'imaginaire mainstream comme l'ont fait des séries comme GTA, Pokémon ou Tomb Raider. Jusqu'à il y a quelques mois. Quand la dernière édition New Horizons est sortie en mars 2020 sur Switch, le monde était enfin prêt pour Animal Crossing. Mais qu'est-ce qui a changé? La réponse évidente, c'est le coronavirus qui a boosté les ventes globales de jeux vidéo. Mais qu'est-ce qui a fait que Animal Crossing en particulier a explosé? Comment ce jeu de niche par excellence a conquis autant de gens, y compris des gens qui ne sont pas habituellement des gamers? La réponse naïve serait de dire les gens sont coincés à l'intérieur et manquent de contact social. Animal Crossing est un jeu où vous vous baladez sur une île jolie et où vous discutez avec vos voisins. Que demander de plus? Il y a deux problèmes avec cette explication. Le premier problème, c'est que Animal Crossing, c'est pas un jeu d'exploration. Le gros du jeu se passe sur votre île principale que vous avez visité entièrement en quelques heures de jeu. Après ça, vous allez faire le même chemin sur la même île chaque jour pour collecter des ressources. Mais vous êtes quasiment confiné sur cette île. Comparez par exemple à Minecraft, qui vous donne accès à un monde quasi infini parce qu'il est généré automatiquement à mesure que vous marchez dans une direction. Minecraft, c'est un jeu d'exploration et de découverte où vous pouvez vous perdre dans de vastes contrées. Animal Crossing, c'est tout l'inverse. C'est un jeu qui consiste à dire cette petite île, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et donc vous allez vous atteler à améliorer cette petite île. Construire des ponts, planter des arbres, arracher les mauvaises herbes, remplir le musée. Là où la plupart des jeux vidéo vous envoient sur une aventure épique à travers le monde, Animal Crossing c'est un des rares jeux qui vous fait rester chez vous. C'est une version du Seigneur des Anneaux où Frodon ne quitte jamais la comté et passe ses journées à pêcher et à décorer sa tanière. Et ça, c'est le deuxième problème avec l'idée que les gens coincés à la maison jouent à Animal Crossing pour s'évader. Dans Animal Crossing, le cœur du jeu, c'est vous occuper de votre maison. Toutes vos activités servent à gagner de l'argent et vous dépensez votre argent principalement pour agrandir votre maison et pour acheter des meubles. Si vous cherchez à vous échapper d'un quotidien répétitif et confiné, Animal Crossing est le pire jeu possible puisque le gameplay est fondamentalement répétitif et confiné. Alors il nous reste une seule explication. Animal Crossing n'est pas un moyen de s'échapper de la réalité du confinement. C'est un moyen de s'enfoncer encore plus profondément dedans. Animal Crossing, c'est un moyen de transformer votre confinement. Ce n'est plus une obligation, c'est un choix de vie. Animal Crossing vous transmet une nouvelle philosophie de vie. Il vous dit, ce qui compte, c'est pas de sauver le monde, c'est d'être confortable chez vous, dans votre petit nid douillet.
Pour comprendre pourquoi Animal Crossing vit son heure de gloire maintenant, il faut parler de ce à quoi on échappe en rentrant dans ce petit monde coloré. En 2 mots, les réseaux sociaux. Ou plutôt la culture qui s'est développée sur les réseaux sociaux pour la génération des millennials qui sont nés entre 1980 et 2000. Au départ, la promesse des réseaux sociaux c'était de connecter le monde et de vous rapprocher de votre famille et de vos amis. Mais on sait tous ce qui s'est passé ensuite. Les likes et le feedback permanent ont gamifié nos vies. On ne partage plus pour le plaisir de partager, on partage ce qui va générer des likes et des followers. Ça peut être du signalement de vertu sur Facebook, des photos millimétrées sur Instagram ou des dank memes sur Twitter. Ça a créé une culture de la consommation que le blogueur américain Venkatesh Rao appelle le premium médiocre. Un produit premium médiocre, c'est un produit qui a l'apparence de la qualité et de l'exclusivité quand on peut ne se payer ni l'un ni l'autre. Rao donne de multiples exemples. Le premium médiocre, c'est un plat qui a l'air meilleur sur Instagram que quand vous le mangez. C'est l'huile de truffe quand aucune truffe n'a été blessée dans la fabrication de cette huile. C'est un siège avec plus de place pour les jambes en classe économie. C'est les noms italiens pour les tailles de boissons à Starbucks. C'est les bateaux de croisière, les pizzas artisanales, Game of Thrones et le Bellagio de Las Vegas. Et il termine avec une petite punchline qui m'a fait bien rire. Le fait que les Américains pensent que France rime avec classe est la preuve de sa médiocrité premium. La Suisse est le vrai pays européen d'élite. Cette description pourrait faire penser que Venkatesh Rao condamne la médiocrité premium, mais au contraire il explique que c'est une réaction rationnelle à la situation dans laquelle se trouve le millénial moyen. Dans un monde où vous êtes constamment observé, projeter une image de succès est une bonne stratégie. Cette image devient une condition à votre ascension sociale et professionnelle. Maintenir les apparences sur les réseaux sociaux devient une convention, au même titre que faire les bonnes études ou vous habiller correctement. Si vous rejetez cette convention, vous risquez de vous faire marginaliser. C'est la théorie du fake it till you make it. Vous n'avez pas encore la vie dont vous rêvez, mais si vous espérez y accéder un jour, vous avez tout intérêt à faire semblant dès aujourd'hui. D'où l'essor des produits premium médiocres, qui créent une aura d'exclusivité sans réellement exclure personne, et permettent à chacun de montrer qu'il a des goûts d'élite. Le problème de maintenir une image de succès et de bonheur 24 heures sur 24, c'est que c'est épuisant. Et donc la génération qui a suivi les millennials, la génération Z, née à partir des années 2000, a regardé notre course sans fin à la perfection, et ils ont dit non merci. Le réseau social qui a défini cette génération Z, c'est Snapchat. Là où Facebook, Instagram et Twitter sont ouverts par défaut et archivent vos posts pour l'éternité, Snapchat fait l'inverse. La communication de base sur Snapchat, c'est un selfie avec une grimace envoyée à un ami qui va disparaître au bout de 15 secondes. C'est l'inverse exact de la photo parfaite que vous allez poster sur un feed Instagram et qui va durer pour toujours. Un ado qui poste sur Snapchat ne recherche plus la beauté ou la perfection, il recherche l'intimité et le confort. Venkatesh Rao appelle cette tendance la domesticité cosy. La domesticité cosy trouve son expression dans l'intimité avec des amis, plutôt qu'en public entouré d'inconnus. Elle met en avant les besoins de l'acteur, plutôt que les attentes du spectateur. Elle cherche à contrôler de manière prévisible un petit environnement fermé, plutôt que de tenter sa chance dans un espace grand et ouvert. Ici encore, Rao nous donne des exemples pour illustrer son concept. Instagram, Tinder, les salades de kale et H&M sont premium médiocres. Minecraft, YouTube, cuisiner à la maison et faire de la couture sont de la domesticité cosy. Steve Jobs incarne le premium vers lequel la médiocrité premium aspire. Elon Musk représente l'attitude détendue au milieu d'un monde fou qui est au cœur de la domesticité cosy. La médiocrité premium dépense une énergie incroyable à maintenir l'illusion de normalité. La domesticité cosy s'avachit dans la bizarrerie du monde et décide simplement de l'ignorer, préférant construire des sources de confort plutôt qu'essayer de faire sens d'un monde fou. La stratégie de vie premium médiocre, c'est de projeter une image de succès en attendant que ce succès se matérialise. Mais ça ne marche que si le monde tourne rond. Quand, selon l'expression de Marc Andreessen, les logiciels dévorent le monde. Quand des industries entières sont chamboulées par une app. Quand votre ancien camarade de CM2 s'est payé une voiture grâce aux bitcoins. Quand votre diplôme ne garantit plus l'emploi stable que vous ont promis vos parents. Il y a de quoi perdre la foi dans la méthode de succès traditionnelle. Et quand vous ajoutez une pandémie qui vous empêche de sortir de chez vous et de voir vos amis, c'est vous faire penser vos priorités. Même avant la pandémie, Venkatesh Rao observait que de nombreux millennials faisaient un burn-out de ce culte de l'image et se repliaient sur la domesticité cosy. Le coronavirus a accéléré le mouvement, en augmentant l'incertitude économique et le danger perçu du monde extérieur. Et donc les grandes tendances de la pandémie sont de la pure domesticité cosy. À commencer bien sûr par Animal Crossing, mais aussi l'essor des gens qui font leur pain à la maison ou la tendance du Dalgona Coffee qui vient de Corée du Sud. Aux États-Unis, les talk-shows ont même troqué leur beau plateau télé premium médiocre pour des scènes de domesticité cosy où le présentateur est à la maison en pantoufles. Animal Crossing est le premier jeu à capturer cette atmosphère de domesticité cosy. Son équivalent premium médiocre, c'est les Sims. Sur la surface, ces deux jeux partagent beaucoup de points communs. Ce sont des simulations de vie où vous devez gagner de l'argent pour construire et décorer votre maison. Les Sims, c'est une version idéalisée du rêve américain. Vous commencez votre carrière en bas de l'échelle, mais tant que vous travaillez dur, vous allez monter dans la hiérarchie et pouvoir bientôt vous payer une somptueuse villa avec piscine. Dans les Sims, le but du jeu est clair, c'est d'augmenter votre statut social. L'aspect financier est central. Votre Sims a littéralement une jauge de bonheur, et plus vous êtes riche, plus c'est facile de la remplir. Dans les Sims, une maison de luxe, ça ressemble à ça. Et dans Animal Crossing, une maison de luxe, ça ressemble à ça.
Une des particularités de Animal Crossing qui est là depuis le début, c'est que même si vous ajoutez des pièces et des étages à votre maison, elle reste toujours de la même taille vue de l'extérieur. C'est l'équivalent architectural du sac de Mary Poppins. Et c'est pas un hasard. Animal Crossing vous communique que votre maison n'est pas là pour impressionner vos voisins. Votre maison dans Animal Crossing, c'est pas un symbole de prestige. C'est une zone de sécurité où vous pouvez vous replier pour être vous-même. Ce message est encore plus clair quand vous rendez visite à vos voisins. À part vous, tout le monde dans le village vit dans une maison petite mais douillette qui est décorée selon la personnalité de l'habitant. Ces maisons ne sont pas pensées pour projeter une certaine image ou pour chasser le prestige. Ce sont des nids douillets dans lesquels le propriétaire peut se sentir parfaitement à l'aise. Dans Animal Crossing, votre maison complètement upgradée est réellement immense. Si le jeu la représentait de sa vraie taille vue de l'extérieur, ce serait une monstruosité plus massive que la mairie et le musée de la ville réunis. Mais comme son apparence extérieure ne grossit jamais, vous pouvez garder la sensation de vivre dans une simple maisonnette, même à mesure que vous ajoutez des pièces et des étages. Dans les Sims, les objets peuvent être objectivement plus ou moins bons. Vous pouvez acheter un meilleur frigo, un meilleur lit, une meilleure télé. Ces objets de luxe vont aider votre Sims à être plus heureux et leur apparence communique visuellement une opulence. Dans Animal Crossing, la grande majorité des objets n'ont pas de fonction. Vous pouvez avoir un frigo, un lit et des toilettes pour la décoration, mais vous n'avez pas besoin de manger, de dormir ou d'aller aux toilettes. Choisir un meuble plutôt qu'un autre, c'est purement une question de goût personnel. Les objets les plus rares et les plus chers dans Animal Crossing ne reflètent pas vraiment ce qu'une personne riche aurait dans sa maison dans le monde réel, mais plutôt un certain goût particulier ou une passion personnelle. Par exemple, pour lister quelques-uns des objets les plus chers du jeu, on vous demande de claquer 100 000 clochettes sur une tour de serveur, 95 000 sur un plateau d'échecs, 66 000 sur un synthé ou 64 000 sur une borne d'arcade. Même dans les relations sociales, les Sims mesurent de manière chiffrée votre popularité. Et ça vous rappelle peut-être quelque chose. Dans les Sims, vous faites un effort particulier pour flatter et blaguer avec vos voisins afin de faire monter votre popularité. C'est un espèce de simulateur de Desperate Housewives. En comparaison, si je devais décrire la vie sociale dans Animal Crossing, c'est plutôt un simulateur de commune hippie où le LSD tourne librement. Tous les villageois sont plus tarés les uns que les autres, alors personne n'aurait l'idée de critiquer votre style de vie. Et même chez les Sims, les choses sont en train de changer. Les développeurs ont senti la tendance et ont pris le tournant vers la domesticité cosy. Les 3 dernières extensions en date, et c'est pas une blague, sont Eco Lifestyle, vivre dans une tiny house et faire du tricot. Récemment, j'ai découvert sur YouTube un nouveau style de domesticité cosy, des vidéos qui font des millions de vues en montrant un bureau parfaitement organisé. Le roi de la catégorie, c'est Matthew Encina, un créatif basé à Los Angeles. Il a seulement 8 vidéos sur sa chaîne, mais presque 200 000 abonnés. Sa vidéo la plus populaire est un simple tour du bureau qu'il a installé chez lui. Cette vidéo a 7 millions de vues. Et quand vous voyez une vidéo qui explose sur une toute petite chaîne, c'est généralement que l'angle psychologique est parfait. Le gars a compris une tendance et donne à l'audience ce dont elle a soif. Et ce dont l'audience de Matthew Encina a soif, c'est clairement de domesticité cosy. A good workspace reflects your personality, is streamlined for the work you do, and is so comfortable you may never want to leave. L'audience de Matthew Encina est constituée de créatifs, freelance, photographes, vidéastes et entrepreneurs. Des gens qui travaillent à la maison et font face à beaucoup d'incertitudes dans leur travail quotidien. Je fais partie bien sûr de ce groupe de personnes et j'ai regardé avidement toutes ces vidéos. Et j'ai remarqué que les créatifs et les indépendants développent souvent un côté obsessionnel compulsif avec notre espace de travail. On a tendance à la rationaliser comme une technique de productivité où on optimise notre environnement pour travailler plus vite, mais clairement ce type de vidéo va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour être efficace au quotidien. Par exemple, Matthew Encina nous explique comment il a choisi la laque parfaite à mettre sur son bureau. After researching the different wood finish options between lacquers and oils, I ended up going with a Danish oil finish. This provided a good balance of the natural earthy look of an oil finish while offering the moisture protection of lacquer. Tout créatif a soif de cette perfection qu'il ne peut jamais tout à fait atteindre dans son travail. Et tout indépendant rêve d'avoir un contrôle total sur sa vie professionnelle sans jamais vraiment y parvenir. Un créatif indépendant vit avec la notion constante que notre prochaine vidéo peut faire un flop, qu'un problème technique imprévu peut retarder notre nouveau projet, qu'un client peut nous envoyer un email urgent à n'importe quel moment. Alors, on crée le bureau parfait, où tout est en harmonie et où chaque chose est à sa place. Je ne contrôle pas le monde extérieur, qui devient plus fou chaque année, mais au moins, je contrôle ce petit espace. C'est pour ça que la domesticité cosy est le refuge des millennials qui galèrent à trouver leur place dans la nouvelle économie et de la génération suivante qui anticipe les mêmes problèmes. Le drame de notre génération, c'est pas le manque d'opportunités, il y en a plein des opportunités. Mais par contre, il n'y a plus de garantie. Le script de vie que vos parents vous ont légué ne marche plus. Faire des études ne garantit plus que vous allez avoir un bon job. Avoir un bon job ne garantit plus une sécurité financière. Avoir une sécurité financière ne garantit plus que vous allez réussir votre vie. Vous pouvez peut-être faire fortune en sortant des sentiers battus, en montant une start-up, en investissant dans la crypto, en créant une chaîne YouTube. Ou alors, vous pouvez vous planter. Et vous soupçonnez que le résultat n'est pas totalement entre vos mains. Le lien entre vos efforts et vos résultats n'est pas clair. Le monde semble injuste. Vous ne savez pas par où commencer,
ni dans quelle direction avancer pour faire des progrès. Animal Crossing vous donne beaucoup de travail. Il faut rembourser votre maison, remplir le musée, embellir la ville, pêcher des poissons, attraper des insectes. Mais la différence avec le monde réel, c'est que vos efforts sont toujours récompensés. Vous savez exactement quoi faire et ce que vous allez avoir en échange. Par exemple, les ressources naturelles de votre île se renouvellent chaque jour et l'emplacement de chaque ressource est aléatoire, mais la quantité de ressources est toujours la même. Le wiki écrit par les fans nous dit « Chaque jour sur votre île, 10 arbres vous donneront 100 clochettes quand vous les secouez. 5 arbres feront apparaître un nid de guêpes. Et 2 arbres vous donneront un meuble. » Animal Crossing est éminemment juste avec son joueur. Si vous faites votre job chaque jour et faites le tour de l'île pour déterrer les fossiles, secouer les arbres, frapper des rochers avec votre pelle, le jeu vous garantit un certain résultat. Votre succès ne dépend pas de votre chance ou même de votre talent naturel. Il dépend uniquement du temps passé dans cet univers qui existe pour votre bon vouloir et dans lequel vous n'avez aucun concurrent. À terme, votre niveau de contrôle sur votre île sera quasi absolu. Vous serez littéralement capable de déplacer des montagnes et de créer des cascades. Alors oui, le monde extérieur est dangereux et injuste. Mais dans ce petit univers, vous êtes comme un dieu. Si mon analyse est correcte, le succès de Animal Crossing est le signal d'une tendance plus profonde qui nous détache progressivement de la quête de l'image du premium médiocre et nous amène vers un repli sur la domesticité. Et ça ne veut pas nécessairement dire moins de matérialisme. Animal Crossing est tout aussi matérialiste que les Sims, mais ce matérialisme a un objectif différent. On échange la quête de prestige pour le confort personnel. On troque le t-shirt suprême pour le tapis de souris parfait. On remplace les soirées en bar par des sessions de jeux vidéo entre amis. On remplace les photos de resto branchées postées sur Instagram par des photos de la miche de pain que vous avez cuit vous-même dans votre four. Je vais tenter 3 prédictions spécifiques basées sur cette vision de la domesticité cosy. L'avenir nous dira si mon analyse est bonne et si les prédictions sont correctes. Première prédiction, l'esthétique dominante va changer. Aujourd'hui, une maison cool et moderne, c'est des murs blancs et un style minimaliste et aéré. Cette esthétique trouve son paroxysme absurde dans cette vidéo réalisée par Vogue sur la maison que Kim Kardashian partage avec Kanye West. Ma prédiction est que ce style va passer de mode et que la maison parfaite dans 10 ans aura beaucoup plus de chaleur et surtout beaucoup plus de texture. Il y a déjà des signes avant-coureurs. Par exemple, les enceintes intelligentes d'Amazon, Alexa, ont une surface en tissu qui rompt avec l'aluminium et le verre auxquels nous sommes habitués dans notre technologie. Deuxième prédiction, Internet va devenir le vecteur d'interaction sociale par défaut pour les moins de 30 ans. Aujourd'hui, on considère que voir les gens en vrai, c'est les rencontrer de manière physique. Et communiquer via Internet, c'est un remplacement inférieur quand vous ne pouvez pas faire autrement. Mais je sais pas pour vous, mais dans la plupart des cas, quand je vois un ami ou un collègue, on n'a quasiment aucun contact physique en dehors d'une poignée de main. Alors qu'est-ce que le fait de se voir en face apporte comparé à un Zoom par exemple ? Je pense qu'un enjeu majeur, c'est d'être capable de faire des activités ensemble. Avec un ami, vous pouvez aller au restaurant, ou voir un film, ou faire un bowling. Avec un collègue, vous avez des temps morts pour discuter autour de la machine à café. Avoir quelque chose, n'importe quoi à faire ensemble, ça permet de construire le lien en arrière-plan, sans avoir à y penser. Au contraire, sur Zoom, on est juste en face à face, sans rien avoir à faire. Une fois que le meeting est terminé, on raccroche et c'est fini. Il n'y a pas de petite discussion, il n'y a pas de petit temps d'attente, il n'y a pas de possibilité de commenter votre environnement. Après, il faut avouer que le principal problème de ma prédiction, c'est le rôle de la nourriture. Manger ensemble, ça reste le mode d'interaction sociale dominant en famille et même dans de nombreux milieux professionnels. Et personne n'a encore trouvé comment partager un repas sur internet. Mais si vous passez 1 heure à jouer à Animal Crossing ou à Fortnite avec un ami, je suis prêt à parier que vous créez autant de liens que vous alliez prendre un café ensemble. Et ça a l'avantage d'être faisable à travers le monde, sans temps de transport et sans risque d'attraper un virus. La vidéo Les Hillbillies de GTA V donne un bon exemple d'un groupe de personnes qui ont créé des liens d'amitié très forts autour d'un jeu vidéo alors qu'ils n'habitent même pas au même endroit. C'est le genre d'amitié qui ne pourrait jamais naître sur un appel Zoom. C'est le genre d'amitié qui vous demande de partager des expériences communes. Mais bien sûr, les jeux vidéo, c'est des générateurs d'expériences partagées. À mesure que de plus en plus de projets prennent place sur Internet, que ce soit pour le travail ou pour le fun, on verra de plus en plus d'amitiés profondes entre des gens qui ne se sont jamais rencontrés en face à face. Bien sûr, les interactions en personne ne vont pas disparaître de sitôt, et pour le moment, elles restent supérieures aux discussions sur Internet. Mais je crois qu'on a tous vécu la flemme de sortir de chez nous. Et si en plus il faut désinfecter les mains toutes les 10 minutes, je serais pas surpris si on penche de plus en plus sur des interactions virtuelles qui deviennent meilleures chaque année et nous permettent de rester dans notre maison qui est de plus en plus confortable. Finalement, je pense qu'on va voir émerger beaucoup de réseaux sociaux privés. Instagram, qui est le réseau premium médiocre par excellence, est ouvert par défaut. Tout le monde peut voir vos posts et donc vous sentez la pression invisible de poster ce qui va faire du like. Snapchat a marqué un tournant vers un réseau privé par défaut, qui rassemble juste vos amis proches et avec qui vous pouvez partager vos délires. TikTok a commencé avec un style filmé dans des chambres d'ados. Beaucoup de contenu viral sur TikTok partagent une obsession personnelle ou un sens de l'humour unique ou une certaine forme de bizarrerie. Il reste à voir dans quelle direction ce réseau va se diriger sur le moyen terme, mais vu qu'il parle principalement à une clientèle assez jeune, je suis pas surpris que la domesticité y ait un beau futur. En tout cas, le dernier réseau social qui fait sensation en Silicon Valley, c'est Clubhouse, une application qui est toujours en bêta, mais qui a déjà levé 10 millions de dollars. C'est un réseau social basé sur la voix et sur les conversations spontanées
qui arrive sur le moment entre un petit groupe de personnes. Ça rentre typiquement dans ce dont on est en train de parler. Plus largement, Facebook a annoncé privilégier la fonction groupe sur sa plateforme, et les conversations de groupe sur WhatsApp ont remplacé beaucoup d'interactions qui auraient pris place sur un mur Facebook en 2010. Je m'attends à ce qu'on voit émerger des micro-réseaux sociaux dont certains seront payants ou accessibles uniquement sur invitation, qui cherchent à recréer le feeling de passer du temps en privé et avec un petit groupe d'amis, sans s'inquiéter des regards extérieurs. Il y a déjà beaucoup de ce genre de groupes organisés autour de la plateforme Discord, qui a commencé, mais c'est pas un hasard, comme un outil pour les gamers. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez creuser le sujet, j'ai créé une formation gratuite de 7 jours qui vous explique comment gagner votre vie en construisant votre propre petite communauté sur internet. Il suffit de cliquer le bouton qui se trouve en dessous de moi pour vous inscrire. Et si vous avez aimé cette vidéo sur Animal Crossing, vous allez adorer celle qui se trouve ici et qui fait une analyse marketing de Fortnite. À la prochaine.